Dominique de Villepin, sans prétention. L'urgence est là. Elle est sociale, elle est climatique, elle est politique. Elle est existentielle. Ma détermination ne fait que grandir, les choses se précisent, les Français attendent des réponses. J'écris un livre qui précise ce que pourrait être un chemin et une stratégie permettant de redresser le pays. On a besoin de toutes les énergies et on a besoin de la jeunesse pour nous pousser et nous aider à ouvrir les yeux. Les réseaux sociaux ont accéléré la vitesse du tout. C'est aujourd'hui qu'il faut s'engager, car demain, il pourrait être trop tard. Moi, je ne rêve pas d'une fonction, je rêve d'aller au bout d'une mission. Bonsoir Dominique de Villepin. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous allez peut-être pouvoir nous aider. Est-ce que vous avez une idée de qui sera Premier ministre en France dans les prochains jours ? J'ai une idée surtout de la démarche que devrait choisir le président de la République. C'est ce que vous allez peut-être nous expliquer. Si vous, demain, vous aviez le pouvoir à l'Assemblée de voter, est-ce que vous voteriez la confiance ou pas à François Bayrou ? Je ne suis pas dans cette situation. Oui, c'est intéressant de savoir comment vous positionnez par rapport à ça. Je pense que je reviendrai à ce qui me paraît être l'origine de la crise, en tout cas l'origine immédiate, c'est le désaveu du président de la République dans les urnes. Mais là, c'est le président de la République n'a pas tiré les leçons de ce désaveu. Formellement, il n'est pas obligé de cohabiter puisqu'il n'y a pas de majorité contraire à la sienne. Mais l'intérêt du pays, c'est d'avoir une cohabitation, c'est-à-dire un Premier ministre qui ne pense pas comme le président et qui répare les dégâts de la politique macroniste depuis 8 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le principal défaut de la politique macroniste depuis 8 ans, c'est l'impensé sur la justice sociale. Il faut donc un Premier ministre qui puisse incarner cette exigence de justice sociale et qui fasse en sorte que nous puissions franchir l'obstacle du budget par une exigence de rigueur budgétaire, mais qui n'oublie pas en même temps que nous avons besoin d'un redressement productif à un moment où, nous le savons, nous devons faire face à une exigence de modernisation dans le domaine du numérique, dans le domaine des nouvelles technologies et dans le domaine écologique, de la transition écologique. Donc on ne saura pas si vous soutenez ou pas François Bayrou si vous étiez face à lui demain à l'Assemblée. Je crois que François Bayrou a joué avec le feu. François Bayrou, dans le fond, fait tout à l'envers. Il met la charrue avant les bœufs. Donc finalement, sur le fond, vous soutenez sa démarche face à la dette ? Je soutiens l'exigence. Mais pas sa méthode. Je soutiens l'exigence de rigueur financière. Mais ce n'est pas le jeu de François Bayrou aujourd'hui. Le jeu de François Bayrou, c'est de solliciter la confiance des Français sur un principe avant même d'avoir négocié la dette, avant même d'avoir recherché un accord au sein de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, si je la regarde aujourd'hui, moi j'ai une question que je me pose en vous lisant, en vous écoutant depuis plusieurs mois. Où est-ce que vous pourriez siéger ? Vous êtes de quel côté ? Vous l'ancien chiracien, vous l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac, vous seriez où dans cet hémicycle ? Je vous avoue que si je pouvais choisir, ce n'est pas les élections législatives qui constituent l'objectif qui est le mien. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait défaut à la France, c'est deux choses. C'est d'abord le président de la République, qui n'est pas dans son rôle d'arbitre et de garant. Et deuxièmement, c'est d'une classe politique qui, dans l'ensemble, fasse preuve de responsabilité. Donc aujourd'hui, je comprends, le poste de Premier ministre ne vous intéresse pas, de député non plus, mais de président de la République, potentiellement oui. Mais ce qui est important pour la France aujourd'hui, c'est d'avoir un président qui permettent de redonner un équilibre à la France, remettre la France dans l'ordre, au travail, et de redonner confiance vis-à-vis des responsables politiques. Aujourd'hui, c'est la défiance vis-à-vis des responsables politiques, c'est la défiance vis-à-vis du Parlement, parce que le Parlement ne donne pas l'image de groupes parlementaires désireux de travailler ensemble. Aucun n'a la majorité, il faut donc une cohabitation pour marquer une alternative à la politique qui a été menée depuis 2017. Donc il doit appeler qui ? Quelqu'un à gauche ? Et il faut une coalition, et pour cela, il faut une méthode. Partir de la première force arrivée en tête en 2024, c'est le bloc de gauche, mais le faire avec expérience et doigté, ça ne veut pas dire nommer un Premier ministre de gauche, ça veut dire pressentir un Premier ministre issu, par exemple, du bloc de gauche, parce qu'il faut partir d'un point donné, et lui donner 8 jours pour constituer un gouvernement et un pacte de gouvernement avec les forces politiques, et s'il n'y arrive pas, eh bien, demandez à quelqu'un du bloc central. Et s'il n'y arrive pas, eh bien, il restera malheureusement la seule équation du Rassemblement national ou la dissolution. Mais voyez bien dans quelle situation nous sommes. Parce que nous sommes dans une crise politique. Nous sommes dans une crise de société et nous nous approchons de la crise de régime. Je vais vous montrer parce que derrière la dissolution, ce qu'il y a,
ce qu'il y a, c'est le risque de démission pressante du président de la République. 9 Français sur 10 aujourd'hui ne croient plus en la politique. Une image comme une parabole. Regardez ce nuage et finalement qui ressemble un petit peu à ce brouillard des Français. C'est une image qui date d'il y a quelques jours. Une crise politique, vous venez de le dire. Des appels à bloquer la France, une dette abyssale, un ras-le-bol fiscal, des violences multiples. Et pendant ce temps-là, le reste du monde qui avance et qui progresse. Dans ce type de situation, Dominique de Villepin, souvent, c'est soit le chaos, soit la prise de pouvoir par des populistes. Vous craignez les deux ? Je crains et le chaos et la prise de pouvoir par les populistes, car nous n'avons pas aujourd'hui de corde de rappel. Et c'est pour cela que je dis, depuis 2007, les présidents de la République successifs n'occupent pas le fauteuil présidentiel. La capacité, en cas de crise, à être arbitre, à être recours, à être garant de la continuité nationale, à faire des choix indépendamment de leur intérêt politique. Emmanuel Macron continue de défendre sa personne et la politique qu'il a menée au mépris du choix des Français, au mépris des intérêts de la France. Vous préfériez qu'il démissionne, quoi, à vous entendre ? Non, parce que je crois à la stabilité des institutions. Enfin, il n'est pas interdit d'imaginer que le président de la République puisse regarder la situation du pays et la situation des Français et en tirer quelques leçons. Et que répondez-vous à ceux qui aujourd'hui disent que le premier parti de France, c'est le Rassemblement national ? Que eux ont été floués, que 30% des électeurs ont été floués. Mais c'est vrai. Quelle réponse aujourd'hui a le Rassemblement national pour les Français ? Je crains qu'il n'ait malheureusement que de mauvaises réponses. Donc je pense que c'est la dernière option que le président devrait choisir, mais il faut jouer la démocratie tout en essayant de chercher des alternatives. Une précision, vous mettez dos à dos la France insoumise et le Rassemblement national, ou vous en faites une différence ? Non, j'ai pris mes responsabilités au moment des élections législatives, oui, en choisissant le Front républicain. Et le Front républicain, il ne met pas dos à dos les deux extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche. Il considère que le Rassemblement national, compte tenu de son histoire, faite de xénophobie, faite d'un nationalisme qui ne me paraît pas aujourd'hui susceptible de construire l'unité nationale. Le choix des boucs émissaires, et c'est une tentation qui déborde le Rassemblement national, le choix des boucs émissaires, le Rassemblement national, ce sont les immigrés. Les Républicains, ce sont à la fois les immigrés et en même temps la chasse à un certain nombre d'autres groupes, les fonctionnaires et d'autres. La gauche, c'est de tout cibler sur les riches. Je crois qu'il faut sortir de cette logique de bouc émissaire pour essayer d'introduire de la sérénité et de la stabilité dans notre pays. Dominique de Villepin, cette émission n'est pas terminée, mais je vais vous proposer un 60 secondes. 60 secondes, ça veut dire des questions courtes, des réponses courtes. Quel est votre mot préféré de la langue française ? Humanité. Quel est celui que vous détestez ? Humanité, c'est pour cela que j'ai choisi la France humaniste comme nom de parti politique. Celui que je déteste, c'est la haine. Si vous aviez un mot pour qualifier l'état de la France aujourd'hui ? Instabilité, fragilité. Quel est le personnage historique que vous admirez le plus ? Général de Gaulle. Croyez-vous dans les hommes et les femmes providentiels ? Non. Vous parlez souvent d'expérience. Est-ce que selon vous, à 40 ans, c'est un âge pour devenir président de la République ? Non. Selon vous, les Français ont-ils toujours raison ? Oui, c'est le principe de la démocratie. Comme slogan de campagne, plutôt la France forte ou plutôt la force tranquille ? Ni l'un ni l'autre, la France humaniste. Vous avez le vôtre, oui, la France humaniste. Quel est le leader de la planète qui vous intrigue le plus ? Aujourd'hui, c'est Donald Trump, mais qui m'intrigue et m'effraie. Comme premier déplacement international pour un président élu, Berlin, Washington, Kiev ou Pékin ? Berlin reste aujourd'hui une figure imposée parce que l'unité de l'Europe, c'est la condition du redressement du continent. J'ai demandé votre mot préféré, votre juron préféré. Je n'en ai pas, j'essaye de l'éviter. Et votre film du dimanche soir, plutôt Les Tontons Flingueurs ou Touche pas au Grisby ? L'Armée des Ombres. L'Armée des Ombres. Dominique Villepin, vous restez avec nous, c'est l'acte 2. Merci. Il y a 3 femmes qui nous attendent, 3 regards et leurs questions sur le monde que vous connaissez bien. L'époque, c'est l'heure, en tout cas, du Club du Dimanche. On va les rejoindre. Merci. Julia Dufunès, philosophe, Asma Mala, essayiste spécialiste de l'intelligence artificielle, Joséphine Staron, spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Merci de m'accompagner pour ce club de ce soir. D'abord, Joséphine Staron, vous avez choisi de revenir sur une image marquante de la semaine avec un défi lancé à l'Occident par des puissants.
Oui, cette image, c'est une accolade plutôt chaleureuse entre trois dirigeants de trois grandes puissances qui représentent un tiers de la population mondiale. Xi Jinping, le président chinois, Vladimir Poutine, le président russe, et puis Narendra Modi, le Premier ministre indien. Alors, cette image, elle est historique à bien des égards, mais surtout parce qu'elle est révélatrice des bouleversements géopolitiques qu'on connaît en ce moment. Et puis, vous pourriez me dire, bah oui, mais bon, Xi Jinping, Vladimir Poutine, on est un peu habitués maintenant à les voir ensemble, effectivement. Mais la surprise stratégique, c'est Narendra Modi, le Premier ministre indien, qui les rejoint sur cette photo, alors qu'on sait toute la méfiance de l'Inde vis-à-vis de la Chine. Et puis si on rajoute à cette photo de famille tous les dirigeants du monde entier qui se sont retrouvés en Chine cette semaine, à commencer par le dirigeant nord-coréen, on a quand même une photo extrêmement inquiétante, en tout cas pour nous occidentaux. C'est la photo d'un groupe d'États qui convergent de plus en plus et une convergence qui se fait peut-être au détriment des intérêts occidentaux et européens. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'on est en train d'assister à un basculement irréversible du leadership mondial entre l'Occident et la Chine et est-ce qu'on est condamné à être impuissant face à ce basculement? Alors vous avez tout à fait raison, c'est une photo de trois empereurs qui marquent l'histoire et qu'il faut prendre tout à fait au sérieux, ce qui paraissait impossible. Les relations entre la Chine et la Russie, et aujourd'hui entre ces deux autres pays et l'Inde, est en train de se réaliser sous nos yeux. Et le défi, c'est pour tout l'Occident un changement de monde. Et je pense que l'Europe a un rôle essentiel à jouer pour éviter que ce soit à nouveau bloc contre bloc. Un bloc occidental avec une Europe qui ne compte pas et un bloc de pays autoritaires dirigeant le Sud global, l'autre monde, un monde alternatif. À ce moment-là, une autre séquence, autre image, avec un maître d'école et ses élèves. Et justement, vous parliez d'Europe, et c'est exactement ça. Le 18 août, Maison-Blanche, bureau ovale, et on a Donald Trump qu'on voit là en maître d'école face aux 8 leaders européens et de l'OTAN alignés, spectateurs un peu captifs de leur propre, disons, théâtre, et qui jouent d'ailleurs la guerre des images, mais aussi donc la guerre des récits. C'est 8 contre 1, et c'est quand même lui qui gagne le récit du prof qui tient sa classe. Et d'ailleurs, il va ajouter le slogan « La paix par la force », qui est en fait emprunté à Reagan, que Netanyahou va aussi utiliser sous d'autres cieux, et qui raconte aussi la guerre des mots, la guerre idéologique, et en fait, c'est tactique de déstabilisation d'abord des alliés et des alliés européens. Et enfin, sur le fond géostratégique, ça raconte en fait cette image, vous parliez tout à l'heure d'Europe, en gros, notre difficulté à nous de tenir le rapport de force avec un allié dont on ne sait plus exactement ce qu'il est pour nous, de tenir aussi un discours sur notre souveraineté. Et d'une certaine façon, Trump, ce qu'il fait est très intéressant parce qu'il joue un jeu de double contrainte diplomatique. C'est-à-dire, quel que soit le coup qu'on va jouer, on a déjà perdu d'avance, on est piégé. Si on prend le cas d'école de la photo, si on va à Washington, on confirme la vassalisation. Si on n'y va pas, on est exclu du jeu démocratique. En gros, c'est une espèce de double bind d'une certaine façon. Et donc la question que j'aimerais vous poser, Monsieur de Villepin, c'est est-ce que vous seriez assis à cette table-là? Parce que je crois que comme vous, moi j'aime beaucoup dire non, mais le problème, quand on réfléchit dans le système de pensée de Trump, c'est que même dire non reste piégé en fait. Sauf à poser deux conditions. La première, c'est l'unité des Européens, ce qui rendrait caduque la nécessité d'être à 7 dans le bureau ovale. Et deuxième condition, l'affirmation de la souveraineté. La souveraineté européenne a pris un gros coup avec les tarifs douaniers, 15% en plus. Elle est en train de prendre un deuxième coup avec la vassalisation numérique. Nous devenons une colonie numérique. Elle va prendre un troisième coup avec la colonie financière et la création des stablecoins, c'est-à-dire la financiarisation du web par le dollar américain qui va marquer l'extraterritorialité du droit partout dans le monde et notamment en Europe. Et puis, dernière vassalisation, dans le domaine de la sécurité et la défense, 5% pour acheter des armements américains, c'est-à-dire que nous ne comptons plus. Oui. Et il y a une petite prime à cette vassalité, c'est que les États-Unis vont choisir dans nos élections ceux qui vont nous diriger. Et donc, on aura le Rassemblement national, nouant les meilleures relations avec l'Amérique de Donald Trump. Mais comment sortir ou la Russie, du double piège? C'est ça la question. Eh bien, d'abord, défendre la démocratie, défendre l'unité et se doter des armes qui nous permettent d'exister. On a une arme anti-coercition en matière commerciale, utilisons-la.
On a la possibilité, on a des talents dans le domaine numérique, utilisons-les. On a en matière financière la possibilité de se doter d'un euro numérique et de se mobiliser pour avoir un endettement européen qui nous permette de changer d'âge en matière technologique. On sort d'Occident et on crée une troisième voie occidentale? On résiste, on se bat, on est fidèle à notre histoire et on est indépendant. Julia Dufunès, vous avez choisi un mot qui est dans ce livre. Vous avez du mal à manipuler finalement dans ce bouquin, c'est le réenchantement. Oui, alors j'y crois plus. Je ne suis pas seule à ne plus croire au réenchantement politique parce qu'on nous l'a trop promis. Tous les candidats à la magistrature suprême ont juré de réenchanter le pays à coups de ruptures tapageuses, de changements mirobolants. Ce qui fait que le changement, la promesse de changement n'est même plus simplement une promesse. C'est devenu un rite électoral. Et ça conduit à un paradoxe énorme, c'est que la seule chose qui ne change pas en politique, c'est bien l'annonce du changement. La seule chose qui ne change pas, c'est l'idée de changement. Ce qui fait que les Français peuvent se sentir gagnés par le syndrome aujourd'hui de Pierre et le loup. À force de crier au loup qui ne vient pas, plus personne n'a peur. Et je crois qu'à force de promettre le changement qui ne vient pas, plus personne n'y croit. Donc je crois que le réenchantement est mort de s'être trop promis, si vous voulez. Et deuxième chose, pourquoi on ne croit plus, me semble-t-il, aux promesses politiques d'une façon plus générale, même pas simplement du point de vue du réenchantement, c'est que, premièrement, je crois que les politiques peuvent bien sûr mentir et promettre l'impossible pour des raisons électoralistes. Et deuxième, pour une raison philosophique plus de fond que Machiavel explique dans le Prince, et qui nous dit quoi ? La vérité politique ne peut être détachée des faits et des circonstances. Or, les circonstances sont toujours incertaines, et l'incertain se dérobe toujours. Donc, ce qui est tenable aujourd'hui devient impossible demain, parce que le contexte change, ce que la promesse politique a voulu fixer dans des mots. Donc, je crois que pourquoi ça ne marche plus ? Parce que, un, c'est toujours faux, et deux, on l'a trop promis. Et je crois que ce qui réenchanterait les Français, peut-être, je ne parle pas en leur nom, mais en tout cas une grande partie d'entre nous, ce qui nous enchanterait, c'est d'avoir des hommes politiques et des femmes politiques qui ne soient pas des représentants de commerce de l'avenir, comme dit Sylvain Tesson de façon géniale, mais qui soient des hommes courageux, c'est-à-dire qui voient le réel en face, qui osent le nommer, qui osent l'affronter, s'y confronter, le prendre de face sans trembler. Ça s'appelle, juste une dernière phrase, ça s'appelle des hommes d'action. Et vous savez ce que c'est que le secret de l'action ? C'est de s'y mettre, comme disait le philosophe Alain. Pas Alain Juppé, bien sûr, philosophe à ses heures, mais le philosophe Alain. Justement, est-ce que tout cela, ça vous donne envie d'y aller ? Oui ou non, candidat à l'élection présidentielle ? Juste un mot, parce qu'on est très en retard. Oui, le réenchantement, bien sûr. Je ne parle pas dans le livre de réenchantement politique. Et vous dites même que c'est scandaleux, d'ailleurs, d'utiliser ces mots. Je parle de réenchantement d'humanité. Oui. Et un homme politique ne doit pas oublier qu'il est un homme d'État de préférence, mais qui est capable, par les gestes du quotidien, par les gestes de responsabilité, rêver d'un Emmanuel Macron qui serait conscient qu'il a perdu les élections et qui en tirerait les conséquences avec humilité pour assumer sa charge et notamment défendre les intérêts de la France à l'étranger avec encore plus de conviction et notamment devant le drame humanitaire de Gaza pour que nous n'ayons pas tous les soirs cette boule au ventre avec le sentiment d'une impuissance française et internationale et que l'ambition des Français de peser, de compter dans le monde puisse trouver une réponse. Donc tout commence par des petits gestes, entre nous, dans le métro, dans la rue, des gestes de reconnaissance et d'humanité pour éviter cette France de tous contre tous. Et c'est le risque de la France du 10 septembre, c'est-à-dire la domination du chaos, la domination de la violence, quand nous avons besoin d'ordre républicain et de justice. C'est tout le projet de la France humaniste. Merci Julia, Asma et Joséphine. À très bientôt dans 20h30. Merci Dominique de Villepin. Merci à vous. À très bientôt.